Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Nouveau, chef adjointe du département évaluation environnementale à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, donc accompagnée de mon collaborateur. Gros connard. Oui, C'est tout. Ouais, ça suffit. euh, ce matin, on va vous parler. Nous travaillons tous les deux au sein de la DREAL, donc pour le département évaluation environnementale. Mais le département évaluation environnementale de la DREAL est mis à disposition d'une entité indépendante dont on va vous parler ce matin, qui est la mission régionale de l'autorité environnementale, dont les membres s'excusent, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, et donc nous les représentons. L'idée ce matin, c'était de vous dire un petit peu ce qu'est l'autorité environnementale et comment travaille la mission régionale d'autorité environnementale de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis de faire un petit focus sur l'évaluation environnementale appliquée aux documents d'urbanisme, puisque les documents d'urbanisme font partie des différents plans, programmes que la MRAE, donc sur lesquels la MRAE doit se prononcer, doit émettre des avis. Et ensuite, nous parlerons un petit peu plus précisément de l'évaluation environnementale appliquée aux zones humides et de la façon dont les zones humides sont actuellement prises en compte et traitées dans les documents sur lesquels la MRAE rend des avis. Alors, au niveau du cadre juridique, donc simplement quelques références par rapport à la notion d'évaluation environnementale et d'autorité environnementale. Donc, il s'agit d'une notion issue du droit européen, donc de différentes directives, notamment la directive de 2001 qui concerne les plans et programmes dont font partie les documents d'urbanisme, et les directives de 2011 et 2014, notamment qui concernent les projets. Alors, en droit français, on a une transposition de ces directives et de leur contenu dans différents codes. Et les codes avec lesquels on travaille le plus fréquemment, ce sont le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. Donc, principalement, le code de l'environnement traite à grosse maille des projets et le code de l'urbanisme de la partie documents d'urbanisme. Certains plans programmes se retrouvent aussi dans le code de l'environnement. Alors, l'évaluation environnementale, qu'est-ce que c'est? Si on l'applique à la notion de document d'urbanisme, l'évaluation environnementale dans le cadre de la directive européenne, d'abord, excusez-moi, il s'agit de l'évaluation des incidences environnementales que peuvent avoir tout type de projet. De la façon dont ces incidences environnementales sont prises en compte par le porteur de projet et traitées ensuite in fine. Au niveau des documents d'urbanisme, l'idée c'est de démarrer cette notion d'évaluation des incidences environnementales dès le départ, au moment où on décide d'élaborer le document. Et en fait, il s'agit d'une démarche, d'un processus qui se déroule tout au long de l'élaboration du document, qui permet une prise de décision éclairée par le porteur de projet, puisqu'on va le voir, ce processus permet, il a comme objectif d'atteindre le moindre impact environnemental à l'issue du projet et de la réflexion. Donc cette démarche d'évaluation environnementale, elle doit être proportionnée aux enjeux qui sont présents sur le territoire et à l'ampleur du projet. Et elle doit surtout être transversale et globale, puisqu'elle doit prendre en compte toutes les composantes de l'environnement, et aussi les interactions du projet avec les territoires voisins ou des projets connexes ou des projets voisins, par exemple, et avoir une vision, on va dire, stratégique par rapport à ce qui s'est fait dans le passé et ce qui est envisagé dans le cadre du futur projet. Donc, on est vraiment sur un processus itératif qui permet d'envisager le projet et de le faire évoluer tout au long de l'élaboration pour atteindre un moindre impact environnemental.
évidemment, l'évaluation environnementale menée dans le cadre de la démarche d'élaboration d'un document d'urbanisme et spécifique à ce territoire ne sera pas transposable à d'autres territoires, à moins qu'il n'ait les mêmes enjeux. Ah non, ça marche pas comme ça. Alors, rapidement, donc, pour vous présenter les principes de fonctionnement de la mission régionale de l'autorité environnementale. Donc, les MRAE, elles ont été mises en place en 2016. Donc, ce sont des instances relativement récentes, puisqu'en fait, auparavant, la fonction d'autorité environnementale, pour la plupart des projets et plans programmes, était tenue par les préfets de département notamment. Et donc, cette organisation de l'autorité environnementale qui avait été choisie au départ par le législateur français a été modifiée puisqu'elle ne correspond pas en fait au principe de la directive européenne qui prévoit que l'autorité environnementale doit être une autorité indépendante. Voilà. Donc, les missions régionales ont été notamment créées pour répondre à ce principe d'indépendance. Donc, elle fonctionne. Donc, la mission régionale de Bourgogne-Franche-Comté est composée de 6 membres, donc 2 membres permanents, notamment donc Monique Nova, qui est la présidente de la mission régionale, accompagnée de Monsieur Priard, et puis donc des membres associés qui sont issus de la société civile. Donc, pour la Bourgogne-Franche-Comté, on a Monsieur Hervé Richard, qui est chercheur au CNRS à l'Université de Franche-Comté. Madame Aurélie Tomadini, qui est professeure de droit de l'environnement à l'Université de Bourgogne, et Monsieur Bernard Frélier, qui est retraité du ministère de l'écologie. Donc, ces membres de la MRAE donc, fonctionnent selon donc un règlement intérieur hein, qui est donc adopté, publié. Et le principe, donc, c'est que donc chaque comment dire, avis qui est rendu sur le principe de la collégialité. Donc, chaque membre a la capacité, la possibilité de s'exprimer. Et donc, les avis sont pris donc, de façon collégiale. En sachant que ces avis sont préparés par notre département, le département évaluation environnementale, et ensuite donc ils sont discutés, modifiés, améliorés dans le cadre de nos échanges avec la mission régionale, donc, que l'on rencontre tous les 15 jours. Donc, une fois que ces avis sont alors délibérés, c'est comme ça qu'on dit, par la mission régionale, ils sont donc publiés, puisque tous les avis et toutes les décisions, parce qu'on a aussi des décisions qui sont rendues, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, sont publics. Donc, ils sont publiés sur le site internet de la mission régionale de l'autorité environnementale et ils doivent être joints au dossier d'enquête publique s'il y a lieu. Donc, la plupart du temps, les documents d'urbanisme font l'objet d'une enquête publique ou d'une mise à disposition du public. Donc, cet avis doit s'y trouver. Donc, pour aller plus loin, parce qu'on ne va pas passer plus de temps sur le fonctionnement de la MRAE, je vous invite à aller voir leur site si vous le souhaitez. Et donc, je vous ai parlé de l'autorité environnementale régionale donc pour la BFC, donc qui est compétente pour les documents d'urbanisme qui sont donc élaborés sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Il existe également une autorité environnementale nationale qui est compétente pour les projets qui, par exemple, se situent à cheval sur plusieurs régions ou pour des projets portés par des maîtres d'ouvrage publics, par exemple. Oui. Par exemple, le SRADET, le schéma régional d'aménagement durable et l'égalité des territoires. À force de dire SRADET, on ne sait plus ce que ça veut dire. Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Donc, pour les plans programmes, les avis de la MRAE sont rendus dans un délai réglementaire de 3 mois et les décisions dans un délai de 2 mois. Donc, l'avis de la MRAE, elle porte sur la qualité de l'évaluation environnementale qui a été menée dans le document d'urbanisme, la façon dont elle est restituée dans le rapport environnemental. Et cet avis vise à améliorer la prise en compte de l'environnement par le projet. Et il vise également à informer correctement le public
de la façon dont l'environnement a été pris en compte par le projet. Donc cet avis est consultatif, c'est-à-dire qu'il n'est ni favorable ni défavorable. Les avis et décisions donc, qui sont rendus, donc je le disais, sont publics, ils doivent être intégrés à l'enquête publique. À titre d'exemple, en 2021, donc, la MRAE BFC a rendu 70 avis au total, tout confondu, dont 26 avis sur les plans programmes, et il devait y avoir 24 avis sur les documents d'urbanisme. Voilà, donc pour résumer, la fonction de l'autorité environnementale, c'est celle d'un garant qui analyse la bonne prise en compte des enjeux environnementaux par le maître d'ouvrage et qui émet des recommandations, parce que c'est ça qu'on trouve dans les avis, des recommandations pour améliorer la prise en compte de l'environnement. Alors, en ce qui concerne les documents d'urbanisme, le principe qui nous vient de la directive européenne de 2001, c'est qu'en fait, tout document d'urbanisme, donc SCOT, PLUI, PLU ou carte communale, ça parle à tout le monde, les sigles. Tous les documents d'urbanisme et leurs évolutions rentrent a priori dans le champ de l'évaluation environnementale. Alors après, on a une petite distinction, ce que je vous disais, entre la notion de décision rendue par l'autorité environnementale et la notion d'avis. La MRAE va rendre des décisions suite à des demandes d'examen au cas par cas. Donc les demandes d'examen au cas par cas, c'est une étape qui est prévue dans le cadre de la procédure d'évolution du document d'urbanisme et qui concerne majoritairement des évolutions, on va dire, mineures du document d'urbanisme. Par exemple, des modifications simplifiées, où on va intervenir ponctuellement sur une partie d'un zonage, sur une partie d'un règlement, sur une partie d'une OAP, par exemple, d'orientation d'aménagement et de programmation. Donc, l'objectif, c'est que ce soit circonscrit, que ça ne remette pas en cause le PADD, le document pivot du document d'urbanisme. Et donc, dans ces cas-là, le maître d'ouvrage doit présenter une demande d'examen au cas par cas. Alors, ce cas par cas, il a évolué depuis le mois de septembre. La plupart des documents d'urbanisme maintenant sont soumis à un cas par cas un petit peu différent de celui d'avant. On l'appelle le ad hoc. C'est comme ça que le législateur a décidé les choses. Donc auparavant, pour vous dire rapidement sur le cas par cas, auparavant, donc, la collectivité présentait une demande d'examen au cas par cas avec les grandes lignes du projet, en demandant à l'autorité environnementale de dire si elle pensait qu'il fallait soumettre ou pas à évaluation environnementale ce projet. Donc c'était la charge de la preuve, entre guillemets, incombait à l'autorité environnementale. Maintenant, le législateur a renversé cette charge de la preuve et il considère que c'est à la collectivité de mener cette première analyse, de mener cette analyse en tout cas en premier lieu, et de dire, en faisant une auto-évaluation, si son projet est susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement ou pas, et s'il faut donc mener une évaluation environnementale. Donc, dans les projets, dans les nouveaux dossiers qu'on reçoit, on a une conclusion, on a une auto-évaluation et une conclusion de la collectivité qui dit, moi, je vais modifier mon document pour telle et telle raison, ça va aboutir à tel et tel zonage ou règlement, par exemple, et je pense que ça n'a pas d'impact sur l'environnement, ou alors que ça en a, mais je les ai bien pris en compte de telle et telle façon, donc il n'est pas nécessaire que je fasse une évaluation environnementale de mon document. Et l'autorité environnementale va devoir rendre une décision conforme, un avis conforme, pardon, c'est-à-dire qu'elle va devoir dire si elle est d'accord ou pas avec cette conclusion. Voilà. Donc c'est ce qui est changé tout récemment par rapport aux examens au cas par cas. On a encore peu de recul par rapport à ces nouveaux cas par cas, parce qu'on n'en a fait qu'un pour l'instant. Donc voilà. En annexe de la présentation, on vous a mis des diapos supplémentaires pour aller plus loin sur le cas par cas, mais on ne va pas trop s'appesantir dessus ce matin. Et un logigramme, oui, pour les différents cas de soumission à évaluation environnementale systématique ou pas. Oui. Ah bah là, on ne peut pas en être certain.
Donc effectivement, nous, on a communiqué auprès des directions départementales des territoires sur ce nouveau dispositif. Donc pour effectivement que l'information soit passée le plus possible aux collectivités, parce que l'interlocuteur de premier niveau pour l'accompagnement des procédures d'urbanisme, donc ce sont les DDT. Et donc voilà, l'idée c'est que les premières infos viennent des DDT pour orienter ensuite les collectivités. Compléter. Euh, à l'inverse des documents des projets, les documents d'urbanisme font l'objet il y a un contrôle de légalité qui est fait. Et donc, du coup, les TDT vérifient pour chaque document d'urbanisme, effectivement, s'il y a eu la démarche d'examen au cas par cas. Alors, ils le font déjà en amont pour accompagner les collectivités, mais si vraiment il y a un manque, on a eu un cas, nous, récemment, où un projet allait partir en enquête publique. Et là, c'est le commissaire enquêteur qui a dit, mais attendez, il manque la pièce. Donc, du coup, ils ont saisi et ça s'est fait. Donc, il y a filet sécurité, parce qu'on informe effectivement les DDT, et aussi on a beaucoup de relations avec les deux compagnies commissaires enquêteurs, qu'on forme sur les sujets environnementaux et qu'on forme aussi sur les évolutions législatives liées à ça. Sur la partie projet, c'est plus compliqué parce que le cas par cas, il est vérifié par les services instructeurs, notamment en déclaration, en autorisation sur l'eau, ou ce sont des DT, donc on les a, mais donc des fois en document d'urbanisme. Et là, par contre, le retour qu'on peut avoir d'expérience, c'est qu'on ne voit pas forcément tous les cas par cas sur les projets. Mais non, mais faut être clair. En lisant le journal, on se rend compte que... On est dans le journal, on se rend compte d'un projet, on dit tiens, celui-là, je pense qu'il passe dans les seuils. Donc après, c'est un travail pédagogique régulier de discuter avec les différents porteurs, de leur dire de l'intérêt de la démarche de cas par cas, de leur expliquer que c'est une contrainte et que c'est un élément réglementaire supplémentaire, mais que c'est aussi un guide et une démarche itérative qui permet du coup d'avoir une meilleure structuration de leur projet et des fois d'avoir un projet plus vertueux. Et parfois même de mieux faire passer le projet et de le faire évoluer de manière positive. Oui, donc outre les demandes d'examen au cas par cas, donc les documents d'urbanisme sont soumis de façon, donc les procédures en fait plus lourdes, c'est-à-dire d'élaboration, de révision des documents d'urbanisme, sont toutes soumises à évaluation environnementale systématique. Donc, dès le départ, elles doivent intégrer ce processus, le restituer dans le rapport de présentation du document. Et au moment où, en général, ça se fait concomitamment, au moment où la collectivité va saisir les personnes publiques associées pour leur demander leurs avis, puisqu'il y a des consultations obligatoires des personnes publiques associées, elle devra aussi saisir l'autorité environnementale pour lui demander son avis de façon à être en possession de tous les avis obligatoires sur le projet de document d'urbanisme pour démarrer l'enquête publique. Voilà, il est aussi arrivé, comme le disait Jérôme, pour des cas d'évaluation systématique, que les commissaires enquêteurs se rendent compte que le document n'avait pas été transmis à l'autorité environnementale et que l'avis n'a pas pu être rendu avant le début de l'enquête. Et ça constitue un vice de forme qui peut aller jusqu'à l'annulation du document d'urbanisme devant un tribunal administratif. Voilà. Ensuite, oui, il y avait donc la notion de procédure commune coordonnée. Bon, là, c'est un petit peu technique peut-être, mais simplement pour vous dire que on a quelquefois le cas où on a donc un document d'urbanisme qui est modifié, et en fait, il est modifié, par exemple, pour permettre un projet. Exemple, modification d'un zonage pour permettre l'implantation d'une centrale solaire photovoltaïque, au hasard. Donc, dans ces cas-là, nous, on milite pour qu'il y ait ce qu'on appelle une évaluation environnementale conjointe, parce que c'est les deux procédures. Les deux procédures sont faites pour, in fine, la même chose. Donc, on plaide pour que l'évaluation soit faite en même temps, à la fois pour le document d'urbanisme et pour le projet, ce qui permet de faire gagner du temps, d'être plus cohérent dans les conclusions de l'évaluation environnementale, dans son élaboration et dans les conclusions, et puis de mener aussi également une enquête publique conjointe. Pour l'instant, on l'a encore jamais vu. On en a eu une, mais c'était une fausse.
On a reçu 2 dossiers en même temps et en fait, on a fait un seul avis. Mais C'est fabriquer notre procédure ouais, commune. Ouais. Voilà, donc pour les documents d'urbanisme, donc on a bien cette notion de procédure globale égale évaluation environnementale systématique, procédure ponctuelle égale examen au cas par cas. Donc la démarche d'évaluation environnementale, on le disait, elle est au service de la qualité des projets, donc notamment des documents d'urbanisme. Et l'objectif, donc, c'est d'interroger le plus en amont possible les décisions qui vont être prises pour l'aménagement du territoire dans un objectif d'évitement des impacts environnementaux. Puisqu'on verra juste après, mais le cœur de la démarche d'évaluation environnementale, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, puisque quand on détecte un impact environnemental important, eh bien, on va appliquer d'abord, et c'est ce qu'on demande dans les documents d'urbanisme, on va d'abord appliquer la séquence éviter. Ah tiens, il y a une zone humide à cet endroit, mince, je voulais mettre le champ de panneaux photovoltaïques. Oui, d'accord, tu m'en parles. Bon, bah alors, on n'y va pas sur cette zone. Voilà, c'est ça, éviter. Excuse-moi, j'empiète sur tes plaques. Bon, voilà, donc la séquence éviter, réduire, compenser, qui est le cœur de l'évaluation environnementale. Et pour les documents d'urbanisme, on insiste beaucoup, notamment la MRAE dans les avis qu'elle rend, sur le fait qu'il faut privilégier l'évitement, puisqu'on est bien à une échelle et à une temporalité qui permet de privilégier l'évitement. On est sur un document stratégique pluriannuel de réflexion sur l'aménagement du territoire. Donc, c'est bien à ce moment-là qu'on peut plus facilement pratiquer l'évitement. Donc, à l'échelle d'un SCOT ou d'un PLU, l'évaluation environnementale va s'intéresser, donc, ce que je disais, à l'ensemble des potentialités d'aménagement du territoire et donc à la somme des incidences environnementales que le projet va avoir sur le territoire. Donc, l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une évaluation a posteriori des impacts. En tout cas, ça ne doit pas l'être normalement. Une fois le projet ficelé, hop, tiens, on fait l'évaluation pour voir si ça marche. Non, on commence l'évaluation dès le départ, donc dès l'état initial de l'environnement. Donc, dès l'état initial de l'environnement, on démarre donc cette notion de processus itératif qui permet de viser le moindre impact environnemental. Donc ça, je l'ai déjà dit, hein, sur l'évitement, le choix du moindre impact et la séquence ERC. Et pour illustrer donc ce processus itératif, je vous ai mis un petit schéma. C'est surtout les flèches, hein. Non, mais donc on voit bien que sur la colonne de gauche, on est sur donc les étapes principales qui composent donc l'élaboration d'un document d'urbanisme, donc notamment le diagnostic territorial, donc qui comprend donc ce fameux état initial de l'environnement, qui est une étape prévue par le Code de l'urbanisme. Et c'est donc dès ce stade-là que l'évaluation environnementale et donc la séquence ERC devra être mise en route pour pouvoir donc déjà identifier les caractéristiques et les enjeux du territoire en termes de sensibilité environnementale, les hiérarchiser et ensuite pouvoir évaluer les impacts potentiels du projet envisagé sur ces composantes environnementales. Et tout au long de la démarche, quand on va commencer à élaborer le PADD, donc le projet politique de la collectivité, donc les grands principes, c'est là qu'on va commencer à faire ce processus itératif, c'est-à-dire à se demander si ce qu'on a prévu est bien justifié du point de vue du moindre impact environnemental. Donc l'idée, c'est que le projet évolue en même temps que l'évaluation environnementale avance, toujours dans cette optique de moindre impact. Donc l'idée, c'est aussi de bien faire attention à la restitution de cette démarche dans le rapport environnemental, parce que quelquefois, on a du mal en fait à se rendre compte des méthodologies utilisées.
On a du mal à se rendre compte des temporalités, on a du mal à se rendre compte de leur processus, en fait. Et c'est très important par rapport à la notion de justification, notamment par rapport à la notion de justification d'absence d'alternative au choix qui a été fait. C'est ce qu'on appelle l'absence d'alternative Raisonnable. De raisonnable, substitution raisonnable. de substitution raisonnable par rapport aux choix qui sont faits. Donc ça, c'est vraiment, on insiste parce que souvent les documents permettent pas en fait d'évaluer la qualité du processus et on a très peu d'informations, donc les documents se retrouvent avec des avis assez négatifs en fait de la MRAE sur cette partie-là. Voilà, donc globalement, c'était ce que je voulais vous présenter. Je laisse la parole à Jérôme. Oui. Bon, donc là, on va passer un peu au concret. Hein, non, c'est pas ça, mais c'était nécessaire de faire une présentation de notre démarche et de notre travail de notre démarche. Et effectivement, donc les milieux vides qui nous réunissent aujourd'hui euh, doivent être pris en compte dans les plans et les programmes, en particulier dans les documents d'urbanisme, car c'est un document qui définit la constructibilité, la planification, du coup, qui peut poser problème sur les zones humides. Vous avez fait la présentation sur la sémantique? Sur la sémantique zone humide, Oui. je la fais après. Ok, bon. Donc du coup, voilà, donc au niveau de l'autorité environnementale et Andréal, euh, la prise en compte des milieux humides peut être vue sur deux étapes. Donc la première, c'est l'élément le plus important et qui est souvent mal pris en compte, comme disait Caroline tout à l'heure, c'est d'avoir une bonne identification, une bonne caractérisation des zones humides sur le territoire. Tout à chacun, il existe des données donc il faut d'abord mobiliser les données existantes. Il y en a des inventaires de réal, mais l'inventaire de réal, il est fait à une échelle qui est parfois pas forcément compatible avec le document d'urbanisme, enfin, avec le zonage. On a aussi des inventaires de syndicats rivières, des collectivités diverses et variées, et aussi les données des SDAG et des SAGE. Donc, c'est des informations qui sont souvent disponibles sur Cigogne. Vous connaissez Cigogne? Voilà. Et donc, du coup, l'élément important, donc, après avoir mobilisé ces données, c'est de compléter et d'affiner au besoin la connaissance. Donc, il est nécessaire de faire des inventaires zones humides complémentaires en prenant les critères d'identification alternatifs tels que définis par la loi de 2019, en se référant à l'arrêté de 4 juin 2008. Donc, à minima dans les secteurs de projets potentiels, donc les zones U en Creuse, les zones AU donc à urbaniser, les STK, donc c'est les sites, Les secteurs de les taille secteurs de taille de capacité. capacité et d'unité, et les emplacements réservés. Alors, on a très souvent dans les zones AU, on les a. Après, sur les zones U de petite taille, c'est plus compliqué, et les emplacements réservés, non, nous avons. Voilà. Donc l'attendu sur cette étape 1, c'est d'avoir une localisation la plus précise possible, donc, si possible à la parcelle, ainsi qu'une connaissance de leurs caractéristiques, notamment avec leurs fonctions écologiques et hydrauliques, ainsi que l'état des niveaux de fonctionnalité. Ça, il faut être clair, on les a pas. En gros, dans les données qu'on a, on a la délimitation, c'est une zone humide. Après, derrière, voilà, ça reste difficile. Euh, et c'est une étape très importante parce que derrière, après, l'application de la démarche ERC, si on a des données qui sont peu précises et pas complètes, ben, après, derrière, ben, on n'a pas forcément une application pleine et entière de la démarche. Donc, c'est la... donc la deuxième étape, c'est donc lorsqu'on a bien identifié, donc fait un état des lieux de l'environnement adéquat, c'est de préserver les zones humides des atteintes directes et indirectes. Donc, du coup, après, la démarche qu'on porte, c'est juste la juste application des documents de planification supracommunaux qui définissent la prise en compte des zones humides, hein, notamment la notion de compatibilité avec les SDAG et les SAGE, et du coup, oui, les SCOT quand il y en a un. Donc, du coup, l'attendu, c'est que les zones humides doivent être intégrées à la trame verte et bleue déclinée localement. Ça, c'est l'application du SRCE et leur déclinaison locale, et identifiées au besoin, soit comme des réservoirs de biodiversité, soit des corridors.
Donc, du coup, les outils, vous avez fait des outils ce matin, tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc les outils, donc je le rappelle, donc c'est les zonages, donc zonage et les règlements associés. C'est-à-dire on définit un zonage et on définit une règle pour prendre en compte ou non ces éléments-là, et un tramage adéquat avec l'enjeu identifié. L'intérêt du tramage est d'avoir une cartographie, c'est de le rendre déjà opposable et d'apporter la donnée au kidam, enfin, au public profane. Mais parce que souvent, voilà, la problématique qu'on a aussi, vu qu'on doit aussi apporter, comme je disais tout à l'heure, le public doit être au courant de l'enjeu environnemental sur ce territoire-là. Le fait de ne pas mettre bien le zonage, ou pas les mettre du tout, parce que des fois les zonages sont pas forcément remis, ben, ça peut poser des problématiques. Alors dans les OAP, on a souvent les orientations d'aménagement de programmation. Euh, on a souvent la carto et on définit des règles. Par contre, des fois, sur des secteurs, ben, en zone N ou en zone U, en zone A, on peut avoir des zones mines, mais pas forcément. Voilà. Et la prise en compte peut être limitée. Donc, du coup, dans la notion d'itérativité et de prise en compte des enjeux environnementaux, les zones mines doivent être prises en compte dans les choix de localisation des projets. Donc, en appliquant scrupuleusement, et ça, on le rappelle encore, on aurait pu mettre en gras avec des petits traits, la démarche éviter, réduire, compenser, donc la priorité doit toujours être donnée à l'évitement. Si l'évitement ne peut pas être appliqué, c'est ballot, donc ça doit être déjà justifié, donc l'absence d'alternative euh, de substitution raisonnable. Donc après, on a des mesures de réduction à mettre en place à travers le zonage, le règlement et les OAP, et qui peuvent encadrer du coup l'usage du secteur concerné, donc apporter des conditions d'aménagement. Euh, L'objectif aussi de l'OAP, c'est qu'on a aussi une interaction entre comme je disais tout à l'heure, le plan programme qui va définir, qui va cadrer une destination à un zonage, et après, derrière, la possible application de la loi sur l'eau. On peut avoir des fois des projets, si on détruit une zone humide de plus de 8 mètres carrés, c'est autorisation, et 100 mètres carrés, c'est déclaration. C'est ça. Voilà, donc du coup, ben, si on applique mal la démarche ERC, derrière, après, on peut avoir des mesures compensatoires à mettre en œuvre. Donc du coup, dans la démarche URC, ce qui est préconisé par la MRAO en Franche-Comté, c'est dans le document d'urbanisme de prévoir une localisation pour les mesures compensatoires, si on est amené à en mettre, euh, au titre du ou des projets qui seraient amenés à être mis en œuvre. Parce que alors, on a des ressources un peu mitigées de la part des porteurs enfin, des maîtres d'ouvrage, des personnes publiques responsables de l'urbanisme en expliquant que ce n'est pas nous qui détruisons la zone mine. Ouais, mais vous prévoyez quand même un zonage à urbaniser, donc vous êtes un petit peu responsable. Donc ça, c'est pas, voilà, donc ça c'est des décisions. Et après, ça aussi facilite aussi le travail aussi avec le porteur de projet du projet, pour dire, bah, si on a déjà prévu un secteur de compensation, du coup, vous n'avez pas à chercher un secteur, à faire une étude complémentaire. Voilà. C'est aussi l'intérêt aussi de favoriser aussi la démarche itérative et la démarche ERC, c'est aussi favoriser les projets derrière et d'avoir une application plus rapide. Si après, derrière, il faut encore qu'il y ait des études diverses et variées, bah, en fait, le projet ne sera pas. C'est aussi dans l'intérêt des, des collectivités d'avoir un document, je dis pas, une zone qui soit safe, c'est-à-dire qui soit ouverte, prête à l'emploi. C'est ce qu'ils veulent, mais voilà, ça en fait partie. Et aussi, on a la démarche ERC, il y a aussi un important aussi du dispositif de suivi d'accompagnement de la mise en œuvre des de préservation des données. Donc c'est un élément qui est obligatoire. On doit donc définir des indicateurs qui permettent d'identifier l'efficacité des mesures prises pour maintenir ou ne pas détruire les zones vides. Et donc ça, on a aussi une remarque faite là-dessus. C'est une zones humides, c'est la vallée du Doubs. Je fais exprès de prendre en dehors de Grande-Bretagne pour vous emmener un peu loin. Donc là, j'ai fait quelques exemples, je vais un peu vous solliciter. Du coup, pour ce premier exemple, donc on est donc dans un secteur, donc là c'est une orientation d'aménagement de programmation qui a été mise en œuvre par une collectivité. Euh, donc on a en jaune les limites, enfin on a les limites parcellaires qui sont appliquées, on a la limite du zonage, on a les petits traits en bleu les voies récréées, les cheminements. Et en point, ah bon, petit, en assuré, merci. En assuré, ben, on a plusieurs zones humides.
Est-ce que vous pensez que cette application de la démarche ERC est bonne et cohérente? Un AU avec un aménagement d'urbanisation à vocation résidentielle. Donc là, la remarque qui a été faite par la MRE, c'est que c'était une mauvaise prise en compte. Parce que certes, l'OAP définit la zone humide, mais on n'a pas de mesure d'évitement. Et puis les réductions sont aussi limitées. Donc là, on leur a demandé de faire de la compensation, mais c'est même pas sûr. Enfin, ce sera dans les lits, ce sera vu dans le projet. Oui. Non, non, tel que c'est rédigé, c'est prévu de rédiger, faut y faire attention, mais après, il n'y a pas nécessairement, enfin, la prise en compte, après, elle n'est pas, voilà. La démarche ERC et tel que c'est rédigé, ça sera harmonisé parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'interdiction. Des fois, j'avais d'autres secteurs où ils disent voilà, ici c'est une zone humide, et ben, il faut aussi la préserver. Voilà. Là, c'est pas clairement pas prévu. Voilà. Les OAP et le règlement peuvent effectivement circonscrire des zones et prévoir des aménagements différents qui permettent de préserver la zone humide ou d'exclure complètement cette zone. Mais là, on n'avait rien de tout ça en fait. On avait juste ce schéma. J'ai oublié, je sais qu'il y a une présentation de la DD 45 Terres réunies, c'est le point de vue de la MRE, hein, c'est pas son point de vue de tous les services de l'État. On peut pas faire des nids hors de la région. On vit en avis. Deuxième exemple, donc là c'est un zonage donc, à une femme, donc c'est pour l'extension d'une activité, c'est un hôpital enfin, un bâtiment pour des personnes âgées. Donc du coup on voit donc, tous les petits tramages avec des petites touffes, là, la tourbe, c'est donc des zones humides tout autour. Et ils ont identifié donc, des zones humides au sein du secteur AUFAM, qui est en mulet. Donc en haut à droite, c'est le zonage. Et à gauche, c'est l'illustration, donc c'est l'application, enfin, c'est voilà, les principes d'aménagement de la zone. Donc là, contrairement au premier dossier, là, on a une application qui est un peu mieux. Alors effectivement, ils ont donc pour le coup, la collectivité a bien identifié les zones humides. Et donc du coup, ils ont donc, exclu donc là, la construction est exclue sur les zones humides. Donc on voit l'exemple de plantation du bâti. Et il prévoit des aménagements pour justement la notion tout à l'heure d'application d'impact direct et indirect de la zone humide. Elle est évitée, mais il y a un travail qui est fait pour éviter qu'elle soit coupée du reste de voilà, son exutoire et des connectivités écologiques. Donc ça, point de vue de la MRE, c'était plutôt une bonne application, plutôt vertueuse de la démarche ERC. Ils ont justifié l'impossibilité de le faire parce qu'ils étaient à proximité d'un bâtiment déjà existant et que c'était compliqué de se déplacer. Voilà. Et puis ça, l'OAP, elle a une notion de compatibilité de l'OAP. Donc du coup, il devrait modifier l'OAP s'il voudrait sur une nouvelle évolution. Donc, du coup, il faudrait faire une évolution de document d'urbanisme légère, mais qui devrait apporter des éléments justifiant de la bonne prise en compte. C'est la notion faut être compatible. Il y a une différence entre conformité où faudrait que le bâtiment soit vraiment à bon endroit et la notion de compatibilité où faut respecter les grandes orientations. Là, la construction qui serait faite en face, je pense qu'elle serait à l'encontre de l'orientation, donc du coup, on pourrait être refusé. La légende dit bien zone humide inconstructible après Oui, travaux. là pour le coup, voilà, c'est devenu inconstructible. Donc, voilà. Oui. Oui, oui, je vois, ouais, la partie, oui, là, non, non, c'était là. Ouais. Ah, oui. 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 Ouais. La justification, c'était que la zone UE, c'est déjà un bâtiment déjà existant et qu'ils aient une extension à proximité. Donc là, ils n'avaient pas de possibilité d'aller ailleurs. On est sur un secteur où il y a très peu de bâtiments disponibles. On est sur un territoire montagnard, rural. Et donc, du coup, c'était pas possible. Et donc, c'était même pas possible d'augmenter sur la zone déjà UE. Il y a aussi des zones humides. Donc, c'était pas, enfin, voilà, ça n'a pas été retenu comme ça. C'était une extension du bâtiment existant, mais c'était deux unités différentes. Enfin, après, c'était le point, enfin, voilà, par rapport à la gestion de l'hôpital local. Voilà. Après, il y a aussi, ce qui est toujours compliqué, c'est effectivement, alors l'avantage qu'on a, et parfois l'inconvénient, c'est qu'on doit effectivement prendre en compte les zones mines, mais aussi prendre tous les divers enjeux qui peuvent s'appliquer. Alors, il faut éviter aussi les extensions, il faut aussi prendre en compte voilà, la notion de continuité. Et là, c'était la proximité avec la zone qui était déjà construite avec ces vocations-là.
Et je crois que même en plus, alors, la justification, elle est améliorée aussi parce qu'en fait, c'était déjà un bâtiment, un secteur qui était déjà constructible à l'époque, qui est un élément beaucoup plus gros, et là, ils ont minoré en disant, on fait, voilà. Donc, il y a quand même pris en compte par rapport au projet du PLU qui était déjà actuellement opposable. Et il y avait quand même une amélioration notable sur l'élaboration de ce PLU. C'est un PLU qui passe sur un document d'urbanisme intercommunal. Il y avait quand même, voilà. Donc voilà, c'était bien. Enfin, c'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être pire. J'aurais pu dire on enlève tout, on fait bien. Ça arrive, hein. C'est pour ça que je voulais le présenter parce que souvent on dit bah voilà, on a des secteurs, on est zone humide, oh, bon, là, on construit autour, on ne construit pas. L'exemple d'après, Caroline. L'exemple d'après, voilà. Donc l'exemple d'après, donc en haut à gauche, vous avez donc les enjeux liés au territoire urbanisé. Donc on voit qu'on a une zone humide. Alors pris le profil altimétrique, donc on a une zone humide qui est en bas de pluie. Et en fait, l'aménagement qu'ils en font donc en haut. Donc effectivement, donc on a les hachures rouges, donc c'est les secteurs urbanisés. On a les petits traits rouges, on a donc, le cheminement à faire. Et alors, effectivement, de prime abord, la zone en vert paraît préservée de la zone humide, mais en fait, il prévoit l'aménagement d'un espace collectif végétalisé et paysager. Donc, on peut se poser la question de savoir si ben, la zone humide va réellement être préservée. Et en plus, vu qu'on a construit tout autour, finalement, on réduit, si possible, sa fonctionnalité. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'étape 1. La fonctionnalité, alors, on a le zonage, effectivement, c'est très bien, c'est très précis. Par contre, on n'a pas la notion de fonctionnalité, la fonctionnalité et aussi des fois aussi sa qualité, parce qu'on a aussi des fois des zones humides qui peuvent avoir d'intérêt, mais moins d'intérêt, moins de priorité que d'autres. Voilà. Donc ça n'a pas forcément été pris en compte. Donc là, bah, celui-là, c'est aussi un exemple pas très bon. Donc là, c'est un exemple. Alors, la carte n'est pas très précise, mais voilà. Donc là, on a la zone humide, elle est en bleu en bas. Ouais. Et en fait, on a deux OAP. Donc on a l'OAPB qui prévoit l'extension d'une zone résidentielle avec des fortes pentes. Et en plus, c'est un espace forestier. Donc, du coup, on a aussi une notification du régime de ruissellement des eaux. Et donc c'est l'extension d'une zone d'activité, enfin, zone de service. Donc, il explique qu'il faut, dans l'OAP qu'il faut maintenir la proximité pour les réseaux de gestion de l'eau qui sont dedans. Par contre, ça pose des problèmes de pollution accidentelle des eaux avec la forte pente, une réduction qui est forte du secteur. Donc, là, on a jugé que c'était pas forcément. Enfin, la zone humide est préservée, par contre, sa fonctionnalité peut être altérée. Voilà, c'est la position qu'on avait. Ah, celui-là, j'aime bien. Donc là, on est à la notion entre le plan programme, enfin, le plan d'urbanisme et le projet. Donc là, on était sur une déclaration de projet vraiment mise en compatibilité du document d'urbanisme. Donc là, on a un porteur de projet privé qui veut créer ici un supermarché. Donc du coup, ils ont fait la démarche. On a regardé où étaient les zones humides. Donc les zones humides, elles sont ici et après tout là. On a un hectare 7. On a un hectare 7 et du coup, il prévoit donc de remblayer la moitié en, en vert. Donc là, la remarque qu'on a faite, donc, du coup, c'est que donc, le projet d'implantation va impacter directement 0,78 hectares de zone humide qui vont remblayer. Alors, au titre de la compensation, il prévoit une compensation sur une parcelle agricole actuellement en eau. Enfin, ils vont dévier un fossé alimentant une parcelle en eau. Et là, la problématique, c'est que c'est déjà une parcelle qui a un intérêt écologique et on n'a pas la certitude que finalement, ils ne vont pas faire plus de mal que de bien en créant une zone à cet endroit-là. Ça, c'était la remarque. Bon, ils respectent bien le x2, hein, donc ils compensent la surface à hauteur de 1,56 hectare. Et du coup, on n'a aucune justification sur le maintien de la fonctionnalité des zones humides résiduelles d'un hectare au nord. Et souvent confronté à la notion de prise en compte des enjeux environnementaux et l'intérêt économique. Et la notion de développement durable, je le rappelle, c'est les trois piliers, hein, c'est sociétal, environnemental et économique. Donc là, pour le coup, donc effectivement, oui, on a fait la remarque sur
La démarche, c'est pas d'évitement, pas de réduction, pas non plus, et la compensation qui est pas efficace, donc ben, c'est pas mon projet, clairement. Bah, nous, on a fait un avis. Après, je regarde régulièrement, j'ai pas vu en fait, en plus, c'était, vu que c'est une déclaration de projet, voilà, en mise en compatibilité de d'urbanisme, c'est même pas une enquête publique, c'est une consultation du public pour modifier le document. Mais après, le projet, lui, il est soumis à au moins cas par cas par rapport à sa surface, donc on devrait le voir, mais on l'a pas vu. Donc je sais pas ce que ça a donné. Dernier exemple, donc là, c'est un secteur, avec l'enjeu zone inondable et zone humide. Des fois, c'est pour des enjeux qui peuvent être aussi croisés. Euh, donc là, on a un aménagement qui est prévu. Donc, enfin, là, c'est l'état initial. Donc, on a une prairie pâturée, une zone inondable, deux zones humides. On a un secteur de dépôt de matériaux, parce que là, c'est pour un secteur c'est une zone d'activité, enfin, une zone artisanale, avec des boisements, des arbres isolés. Donc, un, on a un beau, enfin, un espace qui paraît quand même cohérent et intéressant au niveau environnemental en général. Et il prévoit l'extension de la zone d'activité, enfin, zone artisanale, donc en préservant l'espace boisé, en construisant zone humide et en préservant un petit peu la zone humide. Donc nous, on leur a dit que c'était pas forcément pertinent, que les enjeux, voilà, en plus c'est une zone artisanale avec, je crois que c'était un projet avec problématique peut-être de, voilà, de pollution diffuse, parce qu'il y a un problème à proximité des zones humides. Et donc là, j'ai le retour, donc le document d'urbanisme, donc c'est un PLUI, a été approuvé le 22 juin 2022, et ils ont modifié. Donc vous voyez, donc, tout le secteur qui était la prairie pâturée a été évité. Donc la zone humide, là, en fait, voilà, aujourd'hui, il pourrait être là, en comparaison. C'est là. Donc du coup, finalement, ils construisent dans ce secteur qui était finalement dégradé. Donc, finalement, l'intérêt, enfin voilà, c'est peut-être plus pertinent. Tous les enjeux, enfin, ne construisent pas non plus en zone inondable non plus. Et bon, voilà, la zone humide, elle est à proximité, mais voilà, marqué qu'elle est à préserver, donc on va leur faire confiance. Voilà, donc voilà, donc voilà, c'est aussi la démarche, comme disait tout à l'heure Caroline, l'avis qu'on donne, certes, il est un avis consultatif, il n'a pas de force probante, par contre, son intérêt, c'est qu'il est public. Donc, du coup, il va aider les porteurs de projets, il va aider les maîtres d'ouvrage, il va aider le commissaire enquêteur à se forger son avis, et il va aussi aider le public dans le cadre de l'enquête publique. Donc là, voilà, ils ont revu leur projet. Donc, voilà, notre travail, nous s'arrête là, on est juste contre. On a été en partie entendu, donc du coup, c'est que bah, on a travaillé dans ce sens-là pour porter ces politiques-là. Ouais, c'était la dernière fois. Voilà, pour aller plus loin, donc le rappel du site de l'AE national. Le site MRAE, donc ils éditent annuellement un rapport. Donc, le rapport 2021, il pointait justement la problématique du niveau de prise en compte de l'eau. Il fait 11 pages si vous voulez aller Ouais, c'est assez synthétique. ouais, c'est bien. Et voilà, il y a en fait. Voilà, ouais. Donc, il y a le rapport annuel donc, de l'AMRA Bourgogne-Franche-Comté, donc toutes les MRA en une. Il y a aussi le rapport annuel de l'autorité nationale, aussi son rapport, et voilà, qui demande de mettre en avant la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment les zones mines, mais il y a aussi plein d'autres mesures.